La Société Générale, Frédéric, a, à mon sens, beaucoup innové. En tout cas, je cite souvent cet exemple. Lorsque tu as créé un groupe au sein de ton équipe de 5 personnes qui est exclusivement dédié, m'as-tu dit, à participer en amont au projet d'évolution de l'organisation, de transformation de la banque, ce qui te permet d'associer le social dès le départ afin d'éviter des erreurs d'aiguillage, voire des impasses, et également peut-être, nous diras-tu, à un moment donné, d'associer précocement, hors négociation, les délégués syndicaux, de telle manière que tout ceci se passe pour le mieux. Parce qu'au fond, c'est comme ça, c'est un des exemples, en tout cas celui que je connais le mieux, que tu as utilisé pour associer les syndicats. D'abord, le poids du social au sein de Société Générale est un poids qui est reconnu parce que j'ai 2 tutelles. Je suis rattaché à la direction des ressources humaines pour une partie de mon activité et je suis également rattaché à la direction de la stratégie du groupe. Et donc, sur tous les projets stratégiques, le patron des affaires sociales est embarqué en amont. Et sur la partie donc, stratégique, d'accord, j'ai une équipe qui s'appelle TSO, Transformational Social Office, d'accord, qui vient en amont de tous les projets de transformation du groupe apporter un degré d'analyse, d'expertise sur 2 éléments qui sont la faisabilité et l'acceptabilité sociale. Je ne vais pas... Mais c'est important, les deux sont super importants, c'est les deux en même temps. Et on travaille les deux en même temps, c'est-à-dire les conditions de faisabilité. Et là, on sort qui en France le Code du travail, qui la directive de 2001, qui la directive européenne sur les transformations d'entreprises de 2001, d'accord, qui on regarde ce qui se passe en Inde, à Singapour, aux États-Unis, parce que les transformations, je vous l'ai dit, sont totalement transversales. Et puis derrière, on travaille toute l'acceptabilité, c'est-à-dire comment est-ce que le corps social va être accompagné dans les transformations d'entreprise. Et donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important parce que je reviens toujours à mon quoi, pourquoi, comment. Quand la partie relations sociales est embarquée très en amont, c'est-à-dire le quoi, c'est beaucoup plus simple derrière d'embarquer les partenaires sociaux plutôt que d'avoir une structure de relations sociales qui court après l'information, qui court après le dispositif. Donc ça, c'est un élément qui est relativement important. Je voudrais revenir un petit peu sur les ERG et sur la RSE. Et être un peu critique, parce que si on ne se critique pas les uns les autres, je pense que le débat va perdre de son sujet. Je trouve que les organisations syndicales en France ne voient pas aujourd'hui le poids de la RSE, le poids des ERG sur leur mission fondamentale et elles s'en dessaisissent au détriment d'autres organisations. On le voit aujourd'hui, le rôle sociétal d'une entreprise se retrouve dans un champ qui est beaucoup plus large que celui du petit livre rouge que nous avons tous dans notre bureau. Et au titre du devoir de vigilance qui passe tous les jours devant le conseil d'administration, au regard des agences de notation extra-financière, la dimension sociale est extrêmement cœur dans beaucoup de nos dispositifs. Et donc, nous avons lancé maintenant depuis 2 ans le fait de faire regarder dans un certain nombre de pays le rapport sur le devoir de vigilance, de telle manière que le poids syndical sur le rapport de devoir de vigilance soit porté au conseil d'administration préalablement au dépôt du rapport sur le devoir de vigilance devant le conseil d'administration. Là, qu'est-ce que nous avons comme interlocuteur? Les Roumains se sont saisis à bras-le-corps en disant « Ah, enfin, une thématique qui est une thématique des Roumains, qui dépasse notre cadre. » Les Marocains, les Camerounais se sont lancés sur le devoir de vigilance. Au niveau français, la position des organisations syndicales en disant « Nous avons des représentants élus au conseil d'administration dans le cadre des élections des administrateurs salariés au conseil d'administration, le devoir de vigilance sera regardé sous cet angle-là. » Précisons une incidente que les administrateurs salariés dans la banque sont des administrateurs de
plein exercice. De plein exercice et de plein droit. Attention, c'est différent de beaucoup d'endroits. Des administrateurs, vous allez dire comme... normaux. Oui, de plein exercice. Voilà. Et donc, nous avons travaillé avec un syndicat qui est Uniglobal, qui est le premier syndicat mondial représentant les salariés et auquel FO est affilié. Et c'est donc Uniglobal qui, à un moment, est venu autour de la table en disant « Attendez, vous faites l'effort de mettre le rapport de devoir de vigilance en liaison avec les partenaires sociaux. Vous voulez un avis préalable, d'accord ? Et donc, c'est un syndicat tiers, mondial, non français, qui vient poser son commentaire annuel sur le devoir de vigilance. Et bon, on travaille très bien avec Uniglobal, on trouve un intérêt à ce que ce soit un syndicat mondial, d'accord ? Pour autant, aucune organisation syndicale française, et on en a un certain nombre qui sont représentatifs, on a 4 représentatifs au sein de l'entreprise, ne s'est approprié le sujet en disant « et nous ». Et donc, on a un champ du dialogue social dans les grandes entreprises mondialisées sur lequel la RSE, les notations extra-financières, une obligation qui est une obligation générale vis-à-vis de nos salariés, vis-à-vis des salariés de nos fournisseurs qui sont pas assez pris en compte, d'accord ? Et au motif que ça n'est pas dans le code du travail. Ça se limite en grande partie à ça. Cela n'est pas dans nos prérogatives. Et donc, on a une complexité extrêmement forte des contraintes, tu as parlé de la directive qui arrive et qui en va rajouter une terrible, etc., où en fin de compte, le champ du dialogue social est extrêmement cloisonné entre ce qui relève de la Fédé, de la Confédé, de la Fédé, de l'organisation syndicale dans l'entreprise, des CSE, alors que nous sommes, nous, dans une organisation où, j'allais dire, n'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Quand il y a une problématique qui est remontée par des éléments du corps social, que ce soit des éléments du corps social désignatifs, proches organisation syndicale, ou électifs, groupe CSE, on se met autour d'une table. Et je vais revenir sur un des éléments qui a été post-Covid, d'accord ? Quand il y a eu le Covid et quand on a mis en place le télétravail, on s'est rendu compte, quand il y a eu le Covid et quand on a mis en place le télétravail, on s'est rendu compte qu'il se constituait 2 mondes dans l'entreprise. Les 2 mondes, c'était les gens du siège dans des bureaux qui télétravaillaient, les gens dans les agences à qui on disait vous restez derrière les agences. D'ailleurs, vous êtes de la première ligne sans être de la première ligne, parce que quand même, banquier et première nécessité, ça marche. Les infirmières, oui, mais les banquiers, non. Ils étaient en face au guichet comme les autres, mais ils n'étaient pas de première ligne. Et donc, on s'est retrouvés en face de cette situation-là. Et on a dit, à la fin du Covid, il va falloir qu'on structure l'ensemble du dispositif de télétravail. Et donc là, on a constitué un livre blanc. Et le livre blanc, on l'a lancé le 28 mai 2020. Je ne sais pas si vous voyez le 28 mai 2020 où nous étions tous. 16 mars, 28 mai. Donc, on a lancé le livre blanc. Le livre blanc a été finalisé en juillet 2020. Ouais. D'accord ? La négociation sur le télétravail a été lancée dans l'entreprise à peu près au mois de juillet également, signé en septembre, mis en œuvre en janvier 2021 pour 40 000 collaborateurs et l'ensemble des actifs. Ça a été un travail immense. Dedans, dans les groupes du livre blanc, dans le travail sur l'organisation du télétravail, je peux vous dire qu'il y avait des représentants du personnel partout. Il y avait des organisations syndicales partout. Il y avait des gens qui appréhendaient le télétravail, il y avait des gens qui étaient du chantre du télétravail, des gens qui voulaient qu'on télétravaille 365 jours dans l'année, qu'on fasse péter les tours à la défense, on n'en avait plus besoin, etc. Il y avait des gens qui étaient beaucoup plus précautionneux. Une des forces qu'on a eues, c'est de ne pas s'arrêter au clivage dans le cadre du dialogue social, c'est-à-dire qu'on a constitué des groupes de travail en parallèle du livre blanc, de telle manière que les gens qui se sentaient impliqués ont fait remonter de la matière.
Et ensuite seulement, on s'est enfermé avec les organisations syndicales pour constituer le socle de 80 pages imbitable que Jean-François exposait, mais qui avait généré beaucoup d'attentes parce qu'il y avait eu beaucoup de dialogues en amont. Et donc, un des points importants de cette partie d'intervention, c'est oui, chacun a sa place dans le cadre du Code du travail. Mais ce qu'il faut, c'est garder les obligations du Code du travail comme étant des points de passage obligés, des contraintes formelles issues des textes, d'accord, mais de ne pas en faire l'alpha et l'oméga du dialogue social. Si on ne trouve pas le moyen de constituer des éléments de dialogue de terrain en amont sur des sujets qui sont importants, de faire remonter de la matière et de travailler cette matière avec les organisations syndicales dans un cadre syndical, on n'arrive pas à faire la connexion entre la direction, les collaborateurs, les managers et les organisations syndicales. Et un des fruits de notre succès, c'est qu'on est une banque, on est une société de services. Le mois dernier, on a eu nos élections. Nous, on n'a eu qu'un tour. La question ne se pose pas du deuxième tour. Et ça, c'est un élément qui est un élément de succès. Ça veut dire que 4 organisations syndicales représentatives, un seul tour nécessaire aux élections professionnelles, ça veut dire que les syndicats, la direction, les représentants du personnel élu et le corps social considèrent tous que le dialogue social est une courroie de transmission importante dans l'entreprise.